Mieux comprendre la formation de l'univers, des galaxies et des étoiles, les attentes sont considérables pour le James Webb, le plus grand et le plus puissant télescope jamais lancé dans l'espace. 31 ans après la mise en orbite d'Hubble, le Webb s'apprête à sonder l'univers comme jamais auparavant, et ce grâce à une série d'instruments et d'équipements technologiques de pointe. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Olivier Lamarle. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Olivier Lamarle d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le responsable du programme Sciences de l'univers au CNES, le Centre national d'études spatiales. En tant que citoyen lambda, j'ai envie de dire, on ne se rend pas forcément compte de ce que le James Webb représente vraiment, à la fois comme aboutissement d'un travail considérable, mais aussi et surtout comme perspective pour l'avenir et pour la découverte scientifique. Comment est-ce que vous vous sentez à quelques jours du lancement, si tout va bien? C'est quoi l'ambiance qui règne en ce moment? Il y a une certaine fébrilité et une certaine, je dirais, un peu anxiété, parce que le James Webb, c'est, comme on sait, quelque chose comme 11 milliards de dollars de dépensés, pas seulement à la NASA, aussi en Europe, au Canada. C'est 30 ans de travail. Tout ça va être mis au-dessus d'une énorme fusée. Et donc, on a évidemment envie d'être au moment où la séparation aura lieu, le satellite sera en route pour sa destination finale. Il y aura encore beaucoup d'étapes après pour déployer tout le télescope. Donc ça, l'enjeu est tel que la communauté internationale tout entière attend ce moment depuis des années. Donc il y a quand même une certaine tension, on va dire. Alors on va essayer de décortiquer un petit peu ce télescope pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne. On a beaucoup entendu parler de son miroir qui est grand comme un court de tennis, qui servira, je résume, à réfléchir le mieux possible la lumière qui sera captée des confins de l'univers. Mais et surtout, vous m'arrêtez si je me trompe, le Webb va aussi emporter avec lui 4 instruments scientifiques, dont un qui s'appelle le MIRI, un instrument sur lequel des équipes notamment françaises ont travaillé. C'est quoi le MIRI, Olivier Lamarle? C'est quoi son utilité précisément? Alors effectivement, on a beaucoup parlé du télescope qui est fondamental parce qu'il capte la lumière. Plus il est grand, plus il capte de la lumière. Donc pour observer des objets très lointains et très faibles, il faut un grand miroir. Mais cette lumière, une fois qu'elle est passée derrière le télescope, il faut bien la mesurer pour faire des photos, si vous voulez, et l'analyser et renvoyer les données sur Terre. Et pour ça, on a besoin d'instruments qu'on appelle les instruments plans focaux, dans lesquels la lumière rentre, va frapper des capteurs ultra-sensibles avec des électroniques de lecture qui vont mettre tout ça en forme de fichiers de données qui vont être transmis au sol ensuite. Ces 4 instruments sont dans une structure qui elle-même est grosse comme un satellite à lui tout seul. Donc ce sont déjà des instruments de pratiquement d'1 mètre sur 1 mètre. Et parmi ces 4 instruments, il y a MIRI, qui a été fait par l'Europe, par ce qu'on appelle un consortium, un groupement de laboratoires européens, dont des laboratoires français. Alors MIRI, c'est ce qu'on appelle un spectro-imageur. Donc c'est un instrument qui en contient 2. Il va pouvoir faire des images. On va avoir de très belles images prises dans l'infrarouge. Donc une longueur d'onde qu'on ne voit pas à l'œil, mais qui va dévoiler énormément d'informations, notamment sur les confins de l'univers. Donc des très belles photos dans l'infrarouge, et également ce qu'on appelle un spectromètre, c'est-à-dire il y a une décomposition de cette lumière en longueur d'onde, un peu comme un arc-en-ciel, et on va mesurer différentes couleurs, parce que dans l'infrarouge il y a aussi des couleurs, et en fonction de ces couleurs, on va savoir quel type d'objet on est en train d'observer. On va pouvoir mesurer la température qui règne dans ces objets, leur vitesse de déplacement, avec des effets Doppler un peu comme une ambulance, qui s'éloigne et qui s'approche. Donc c'est tout ça, MIRI. Et la France a contribué à une grosse partie, on va dire, qui sont un 5e, un quart à peu près de cet instrument. Donc si je comprends bien, en fait, c'est une sorte de caméra, et la contribution française à MIRI, ça a été de créer un outil pour permettre à cette caméra d'atténuer la lumière des étoiles. Alors c'est même plus que ça. Donc je vous ai dit qu'il y a dans cet instrument, il y a une caméra et un spectromètre. Et la France était en charge de la caméra. Donc en particulier le le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, avec des laboratoires du CNRS, on bâtit la partie imageur, donc la caméra qui va faire les images avec les capteurs qui sont dedans, l'électronique qu'il y a derrière, etc.
Et on livrait tout ça d'abord en Angleterre, parce que l'Angleterre faisait la jonction entre cette caméra et le spectromètre qui était fourni par d'autres États européens. Et tout cet instrument MIRI a ensuite été livré aux États-Unis pour être intégré monté sur le satellite. Donc c'est vraiment la caméra qui va faire les images, qui a été faite par les laboratoires français. Et en particulier, il y a à bord un petit dispositif qui va permettre de cacher la lumière des étoiles pour observer les exoplanètes qui tournent autour d'elle. C'est un peu comme le Soleil, on ne voit rien à côté du Soleil, on est ébloui. Il faut mettre un petit disque devant. Pour une étoile, c'est très sophistiqué. C'est la première fois qu'une technologie de ce type va être embarquée dans l'espace. Et c'est l'Observatoire de Paris qui a réalisé ce petit dispositif. Et c'est grâce, pour qu'on visualise un petit peu à quoi ça va servir, c'est grâce entre autres à cet instrument, grâce au MIRI, que le James Webb sera capable d'analyser ce qu'on appelle des exoplanètes, des planètes qui sont situées en dehors du système solaire. Tout à fait. Ça fait un champ scientifique qui a littéralement explosé depuis 20 ans et la découverte des premières exoplanètes. On en connaît aujourd'hui pratiquement 5000. Et on attend de nouvelles détections dans les années à venir. Donc on a des tas de cibles dont on ne sait pas grand-chose. On sait qu'autour de telle et telle étoile, il y a une, deux ou plus d'exoplanètes qui tournent. Dans le meilleur des cas, on connaît à peu près la taille et la masse de l'exoplanète avec une certaine précision. Mais on ne connaît pas sa couleur, on ne sait pas si c'est une atmosphère, quelle est la composition chimique, la température qui règne sur ces planètes, parce qu'évidemment, ce sont des petits points extrêmement lointains qui en plus tournent autour d'étoiles qui nous éblouissent, qui éblouissent nos instruments. Donc c'est très difficile et pour ça, il faut des instruments très spécifiques et MIRI a cette capacité de regarder directement ces exoplanètes et il y a toute une partie du programme d'observation avec MIRI qui est dédié à ça et donc il va mesurer la température, on va savoir s'il y a une atmosphère sur ces planètes, mesurer la température qui y règne, avoir des informations sur les molécules, les gaz qu'il y a dans cette atmosphère. Et c'est un pas de géant. C'est la première fois qu'on va faire ça avec une telle précision et sur un nombre important d'exoplanètes. Et tout ça grâce et à partir d'images, tout ce dont vous venez de nous parler sur l'analyse, on va dire, précise des exoplanètes, vous pourrez les déduire d'images que le James Webb vous renverra ? Exactement. Alors, c'est pas forcément toujours des images. Les instruments de James Webb et MIRI en particulier sont des instruments très compliqués. À bord, il y a par exemple une roue qui tourne, une sorte de barillet avec différents filtres qu'on place ou pas devant la caméra et qui permettent de sélectionner certaines cibles et pas d'autres, qui permettent de sélectionner certaines longueurs d'onde, certains rayonnements et pas d'autres selon le type d'objet. Parce que MIRI ne va pas observer que des exoplanètes. Et donc, ce ne sont pas forcément des caméras, ça peut être par exemple ce qu'on appelle des courbes de lumière. On mesure le flux qui vient d'un couple étoile-planète et on observe sa variation quand la planète passe devant. Il y a ce qu'on appelle des transits, un peu comme des mini-éclipses. Certaines planètes passent devant leur étoile, vue de notre point de vue, et donc ça fait des petites baisses de lumière de l'étoile. Là, on va observer plutôt la façon dont le flux baisse et remonte. Et c'est en analysant la couleur en particulier du flux avant, pendant et après, on va avoir des informations sur la planète. Donc, c'est pas forcément que des images. Il y aura également des images. Donc, on recevra effectivement. Donc en fait, pour bien comprendre, en inversant finalement le point de vue, si des extraterrestres dans une autre galaxie voulaient observer la Terre, ils auraient besoin de cet outil pour atténuer la lumière de notre Soleil et parvenir à capter le signal de la Terre. Oui, alors vous savez, il y a le paradoxe de Fermi. Si des extraterrestres existent, ça veut dire qu'ils existent sans doute à différents endroits dans l'univers. Et statistiquement, s'il y a beaucoup d'extraterrestres, il y a toutes les chances que certaines de ces civilisations soient beaucoup plus avancées que nous en termes de technologie. Donc on ne sait pas quelle technologie elles pourraient utiliser. Elles auraient peut-être des technologies beaucoup plus avancées. Donc c'est pas dit qu'elles utiliseraient le même genre de méthode de mesure que nous, parce que bon, c'est une vision un peu anthropocentrique. On a tendance à imaginer qu'ils seraient comme nous, mais non, c'est pas forcément comme nous. Mais en tout cas, effectivement, la Terre, ne serait-ce que vue des confins de notre système solaire, donc c'est-à-dire tout dans la banlieue du Soleil, comparé à la taille de la galaxie et de l'univers en général,
dès qu'on s'éloigne de la Terre, les sondes, notamment américaines, se sont éloignées de la Terre, ont pris des photos de la Terre de loin, et tout de suite un tout petit point bleu, voire même un tout petit point brillant, dont on ne sait pas dire grand-chose. Dès qu'on s'éloigne un petit peu, et donc encore plus pour des extraterrestres qui seraient lointains, c'est un point minuscule qui en plus aura le mauvais goût d'être situé à côté d'un soleil très brillant. Donc, je vais vous dire toute la difficulté pour analyser ces exoplanètes. Alors l'une des choses principales qui distingue le Webb, qui vont distinguer le Webb de Hubble, c'est que le Webb pourra avoir une vision infrarouge. Pourquoi est-ce que ça change tout? Qu'est-ce que l'infrarouge permet lorsque l'on sonde les confins de l'univers? C'est une très bonne question. Je crois qu'on insiste beaucoup sur la taille du télescope, mais l'infrarouge, c'est la clé. C'est la clé pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, sans rentrer dans les détails de la physique, on dit souvent que l'univers est en expansion. Donc, l'univers, il faut se l'imaginer comme un ballon qui gonfle. Donc, tout ce qui est dans le ballon, il gonfle en même temps que le ballon. Et donc les objets s'éloignent les uns des autres? Les objets s'éloignent les uns des autres. Et quand un objet émet de la lumière parcourt cet univers, il va finir par nous arriver, mais pendant tout son voyage, cette lumière, elle a voyagé dans un univers qui gonfle. Et la lumière, c'est un rayonnement, avec une longueur d'onde. C'est une onde avec une longueur d'onde, un peu comme les rides à la surface de l'eau quand on jette une pierre. Les rides, elles sont séparées d'une certaine distance, c'est la longueur d'onde. Le rayonnement, c'est pareil. Le rayonnement de la lumière visible, il a une certaine longueur d'onde. Et le rayonnement infrarouge, il a des longueurs d'onde différentes, des longueurs d'onde plus grandes. Et la lumière visible qui a été émise par les premières étoiles au début de l'univers, les premières galaxies, c'est surtout dans la lumière visible, on voit bien les étoiles, les soleils qui sont proches de nous émettent beaucoup dans le visible. Ce qu'on appelle le visible, c'est la lumière qu'on perçoit nous avec notre œil, c'est cette gamme de longueurs d'onde. Seulement, cette lumière, elle a voyagé pendant des milliards d'années dans un univers en expansion, et aujourd'hui, elle nous parvient décalée dans l'infrarouge, parce que la longueur d'onde s'est étirée. L'univers s'étire, toutes les longueurs s'étirent, y compris la longueur de l'onde. Et donc, pour voir ces premiers objets, il faut regarder dans l'infrarouge. C'est pour ça que Hubble est myope, si vous voulez. Hubble observe des étoiles et des galaxies jusqu'à une certaine distance dans l'univers. Au-delà, il ne peut plus, parce que les objets, dans la lumière visible que Hubble observe, on ne reçoit pratiquement plus rien de ces objets. Donc, il faut observer dans l'infrarouge pour voir les premières étoiles et les premières galaxies après le Big Bang. Et ça, c'est l'objectif principal de James Webb. La deuxième raison pour laquelle c'est très important, c'est que, en plus de ces difficultés à observer les objets très anciens, ils sont nés dans des cocons de poussière. L'univers, il y a beaucoup de matière très diffuse au début, et petit à petit, des objets apparaissent, des étoiles s'allument, tout ça dans un milieu où il y avait du gaz, des poussières interstellaires, etc. Et donc, tout ça, ça fait des écrans. Et la lumière visible est arrêtée par ces écrans, un peu comme si vous avez beaucoup de brouillard ou beaucoup de poussière devant une ampoule. La lumière de l'ampoule est très atténuée. Et à très grande distance, elle est tellement atténuée qu'il ne voit plus rien du tout. Alors, dans l'infrarouge, il se passe quelque chose, c'est que cette lumière chauffe la poussière. Si vous mettez de la poussière sur une ampoule, elle va devenir chaude. Et elle réémet dans l'infrarouge. Alors nous, quand on éteint la lumière, la poussière qu'il y a sur l'ampoule, on la voit plus. La nuit, notre œil n'est pas sensible à cette lumière infrarouge. Mais si on met une caméra infrarouge, on va très bien voir la poussière chauffer. Et ça aussi, James Webb va le voir. Donc il va voir les cocons de poussière chauffés par les étoiles enfouies dans leur cocon. Et donc on va détecter les étoiles qui se cachent au sein de ces cocons. Donc ça va permettre de faire des comptages, d'estimer leur masse, parce que la façon dont c'est chauffé, plus c'est chauffé, plus ça veut dire que l'étoile est massive. Et donc on va avoir beaucoup d'informations sur la répartition en masse de ces premières étoiles. Ça c'est très important également, parce que aujourd'hui, je dirais, les théories permettent un petit peu tout. Donc si on veut avoir des informations sur la façon dont l'univers est formé au tout début, il faut faire le tri entre ces différentes théories.
Et il faut également, comment dire, c'est primordial, c'est obligatoire d'aller dans l'espace. Toutes ces choses-là, on ne peut pas les faire depuis la Terre parce qu'après tout, des télescopes surpuissants, il y en a déjà beaucoup sur Terre. Qu'est-ce que permet un télescope spatial comme le Webb, à la différence, on va dire, de ceux qui existent déjà au sol? Alors là, la première raison, c'est que l'infrarouge, puisqu'on parle de lumière infrarouge, est bloquée par l'atmosphère terrestre. Oui. Donc, toute cette lumière infrarouge ne parvient pas jusqu'au sol, à part une toute petite fraction, mais l'essentiel de ce que va voir James Webb est inaccessible depuis le sol. Donc ça, c'est la première raison, alors là, c'est indispensable. La deuxième raison, parce que ça s'appliquait pas au Hubble télescope, qui lui est dans l'espace, alors qu'il observe essentiellement dans la lumière visible, que nos télescopes au sol voient très bien. Simplement, la lumière visible qui arrive à nos télescopes au sol, elle a traversé l'atmosphère, certes, mais elle a été perturbée par cette traversée de l'atmosphère. Quand on regarde à l'horizon sur une route, par exemple en été qui fait très chaud, on voit que les images un peu lointaines, les arbres, ce qu'on observe en lointain, c'est un peu trouble, ça bouge. Pourquoi? Parce qu'on a la turbulence de l'atmosphère, et en particulier quand il fait chaud, l'atmosphère déforme un peu les rayons lumineux. Et donc au sol, on a beaucoup de mal à avoir des images nettes sur les grands télescopes. Donc à chaque fois, en fait, technologiquement parlant, l'idée c'est de réduire le plus possible tous les freins qui empêchent que nous ayons des images les plus précises possibles. Exactement. Dans l'espace, on n'a pas ce problème de l'atmosphère, donc on a la lumière, les rayons lumineux ne sont pas déviés, pas déformés, et on peut avoir des images les plus nettes possibles. Et c'est très important puisque avec un grand télescope très puissant comme le James Webb, on va collecter beaucoup de lumière, et donc on va sans doute avoir sur les images beaucoup de sources. Et si on a beaucoup de sources qui sont très rapprochées les unes des autres, on risque de voir une grosse patate. Si on n'a pas la capacité de séparer, d'avoir une image très nette, de voir qu'en fait c'est plusieurs petites sources les unes à côté des autres, on verra qu'une seule grosse tâche. Dernière question, et je me permets de vous couper parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, Olivier Lamarle. Comment dire, comment ça se fait qu'il ait fallu attendre autant de temps? Parce que j'ai cru comprendre que le MIRI, il était terminé depuis une dizaine d'années, c'est bien ça? Oui, alors pour donner des ordres de grandeur, la conception, la fabrication et tous les tests d'un instrument scientifique comme MIRI, aujourd'hui, si on en fait sur d'autres satellites, c'est typiquement la dizaine d'années. Donc ça a été le cas pour MIRI, pour d'autres instruments du James Webb, et c'était normal. Par contre, sur James Webb, à la limite, les instruments sont innovants, mais tout le télescope est tellement innovant qu'il a fallu énormément de temps, et sans doute, ça, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait, enfin, la NASA en particulier n'avait jamais fait, le déploiement de ce grand pare-soleil avec plusieurs épaisseurs, avec des matériaux très fins, la conception de ce miroir et de la qualité de la surface qui va être ultra lisse, sont des choses qui étaient complètement nouvelles, et c'est très difficile au départ d'estimer combien de temps ça va prendre. Et effectivement, on peut le dire, tout le monde s'est un peu collectivement enthousiasmé sur le planning, et en fait, il fallait plus de temps que prévu. Bon bah écoutez, on espère que votre attente sera récompensée et que tout ira bien, puisqu'on le rappelle, hier la NASA a annoncé que le lancement était reporté de quelques jours. Merci beaucoup Olivier Lamarle d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes le responsable du programme Sciences de l'univers au CNES, le Centre national d'études spatiales. Bon courage et ne stressez pas trop du coup jusqu'à la date de lancement. Radio.